pensais que ce serait une agréable surprise. Cela faisait 2 semaines que ma femme, Clarisse, avait emménagé chez son père à Annecy pour s'occuper de lui. Le vieux monsieur Antoine avait fait une chute, s'était fracturé le col du fémur et elle, en fille dévouée qu'elle a toujours été, n'avait pas hésité à y aller. Nous nous parlions tous les soirs au téléphone, mais sa présence me manquait. Sa chaleur dans notre lit, le son de son fredonnement tandis qu'elle pliait le linge sur le séchoir dans le jardin. Notre fille de 6 ans, Sophie, la réclamait, aussi demandant chaque soir quand « maman va rentrer à la maison ». Alors, un samedi ensoleillé de juillet, j'ai décidé que nous ferions le trajet d'1 heure jusqu'à la maison de campagne de son père. Une visite surprise, juste nous 3, réunis, ne serait-ce que pour une journée. Je n'ai pas prévenu que nous venions. J'imaginais que le sourire sur son visage en ouvrant la porte et en nous voyant vaudrait bien le voyage. Sophie était excitée, sautillant sur la banquette arrière tout au long du trajet. Nous avions apporté des fleurs, un gâteau de Savoie de la boulangerie de chez Paul, et Sophie avait fait un dessin coloré de nous 4 nous tenant la main. La route serpentait à travers des collines et des forêts, jusqu'à ce que, finalement, j'entende le bruit familier des graviers sous les pneus de notre vieille 306. Tout semblait normal, la vieille fourgonnette J7 dans l'allée, les carillons avant tintant avec la brise de la montagne. Mais quelque chose semblait étrange. Alors que je sortais Sophie de son siège auto, j'ai remarqué que la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Pas grande ouverte, juste assez pour éveiller un doute. Je me suis arrêté, tenant la petite main de Sophie dans la mienne. Elle était étrangement silencieuse, les yeux fixés sur l'entrebâillement de la porte. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment. Peut-être qu'il ne l'avait tout simplement pas bien fermé. Peut-être attendait-il une livraison ou était-il sorti prendre l'air. « Papa, il y a un énorme scarabée là-bas », a pointé Sophie vers le seuil de la porte, essayant de détourner mon attention. Mais je connaissais cette maison. J'avais aidé monsieur Antoine à rénover la véranda l'année dernière, après que les pluies de printemps eurent endommagé le toit. C'était un endroit simple mais chaleureux, un mélange d'influences savoyardes que monsieur Antoine avait apporté quand il avait déménagé de Chambéry il y a 20 ans. L'odeur de café flottait toujours dans l'air, mêlée au parfum des rosiers que Clarisse avait plantés pour égayer le jardin. « On entre, princesse ? Mamie a fait ce gâteau aux pommes que tu adores, » ai-je dit, essayant de paraître enjoué, bien que cette porte entr'ouverte continue de me déranger. Sophie a hésité un instant comme si elle sentait aussi quelque chose, mais son excitation enfantine a vite vaincu toute appréhension. « Est-ce que papy va déjà mieux ? J'ai apporté mon stéthoscope en jouet pour qu'il voie, » a-t-elle dit en montrant le sac à dos petit ours brun qu'elle portait sur ses épaules. Son innocence m'a un peu calmé. Les enfants ont ce pouvoir, n'est-ce pas ? De nous ramener au moment présent quand notre esprit commence à errer sur des chemins sombres. J'ai calé le gâteau dans une main et les fleurs dans l'autre. La journée était magnifique. Ce genre de journée qui vous fait croire que rien de mal ne peut arriver. Le ciel d'un bleu profond, sans nuages, et le soleil qui brillait, mais sans cette chaleur étouffante typique de l'été. C'était presque trop parfait. C'est peut-être pour cela que le contraste avec ce que nous allions trouver fut si troublant. « Allô, Clarisse ? Monsieur Antoine ?» ai-je appelé en m'approchant de la porte. Aucune réponse, juste le vent dans les arbres et le chant lointain d'un merle. J'ai hésité un moment avant de pousser la porte. Pourquoi n'avait-il pas répondu ? Clarisse aurait toujours répondu, elle serait venue en courant si elle avait su que Sophie était là. Sa fille lui manquait tout autant qu'elle manquait à Sophie. Chaque soir, en appel vidéo, on voyait bien comment ses yeux se remplissèrent de larmes quand Sophie lui montrait un nouveau dessin ou lui racontait sa journée à l'école. J'ai donné un léger coup de coude à la porte, essayant d'équilibrer le gâteau et les fleurs. La porte a grincé doucement, révélant l'intérieur du salon. La lumière du soleil entrait par les fenêtres aux rideaux de dentelle, illuminant la poussière en suspension dans l'air. Tout semblait normal à première vue. Les mêmes meubles, anciens, l'horloge comptoise que monsieur Antoine avait héritée de son grand-père, les photographies au mur. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose dans l'air, un silence lourd, presque palpable. « Entrons, Sophie, » dis-je, en essayant de garder une voix ferme. « On va leur faire une vraie surprise. » Sophie serra ma main plus fort,
comme si elle avait subitement perdu son enthousiasme précédent. Les enfants sont sensibles à ces choses, n'est-ce pas? Ils sentent ce que les adultes essaient d'ignorer. J'ai posé le gâteau et les fleurs sur la table basse et j'ai appelé à nouveau. « Clarisse, on est là, surprise !» Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le tic-tac de l'horloge murale. Alors, Sophie a lâché ma main et a fait quelques pas en direction du couloir menant aux chambres. Elle s'est arrêtée net, comme si elle avait vu quelque chose. Mon cœur s'est accéléré. Qu'avait-elle vu que je ne pouvais pas voir d'ici? « Sophie, attends !» ai-je appelé, mais elle est restée immobile, regardant fixement le couloir sombre. C'est alors que j'ai remarqué que la chaise de la table à manger était renversée, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. Et le cadre avec notre photo de mariage, qui était normalement sur le buffet, était tombé, le verre brisé. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait vraiment pas. « Papa, regarde. » Mais fais doucement. Sophie tira doucement la manche de ma chemise, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Papa ?» dit-elle, les yeux écarquillés et attentifs. « Regarde. » Mais fais doucement. Elle avait jeté un œil dans le couloir. Je me suis agenouillé à côté d'elle, posant ma main sur son épaule pour l'empêcher d'avancer. J'ai suivi son regard, m'accroupissant pour voir ce qui avait attiré son attention. L'air à l'intérieur de la maison semblait immobile, trop immobile. Aucune radio ne jouait ces vieilles chansons que M. Antoine aimait tant. Aucun pas, juste un silence lourd et pesant. C'est alors que j'ai compris. La lumière de la chambre d'amis était allumée, mais il n'y avait personne en vue. Une chaise était renversée près du couloir, et le portrait encadré de notre mariage qui était normalement sur la table d'appoint, était face contre terre sur le tapis en jonc de mer. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Instinctivement, j'ai attrapé mon téléphone, mais je me suis arrêté. Si quelque chose s'était passé et si quelqu'un de dangereux était encore à l'intérieur, j'ai regardé Sophie, son visage plein d'une inquiétude innocente. Je ne pouvais pas simplement entrer. Je ne pouvais pas non plus partir sans savoir. Je lui ai chuchoté de rester derrière moi quoi qu'il arrive, et j'ai silencieusement poussé la porte de quelques centimètres de plus. « Papy dort », murmura Sophie, si bas que je l'ai à peine entendu. Mais il m'a parlé. Un frisson me parcourut l'échine. Comment ça, il lui avait parlé? Je regardais la petite, ses yeux bruns fermes et calmes, trop calmes pour la situation. « Sophie, comment sais-tu que papy dort? Tu l'as vu ?» Elle secoua la tête négativement. « Non, il a parlé ici, » dit-elle en pointant sa propre tête. Comme quand on joue aux devinettes. J'ai dégluti avec difficulté. Sophie avait toujours eu cette sensibilité que ni Clarisse ni moi ne pouvions expliquer. Depuis toute petite, elle savait des choses qu'elle n'était pas censée savoir, prédisait de petits événements du quotidien. Une fois, elle s'était réveillée au milieu de la nuit en insistant pour que nous appelions ma mère. Parce qu'elle était tombée. Nous avions appelé plus pour la calmer que par conviction, et nous avions découvert que ma mère était effectivement tombée dans les escaliers et essayait d'atteindre le téléphone. « Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Sophie ?» demandai-je, en essayant de garder une voix ferme. « Que maman est triste, qu'on doit rester silencieux parce qu'elle lui parle. » Un nœud se forma dans ma gorge. Les mots de Sophie pouvaient insignifier beaucoup de choses, aucune n'étant réconfortante. Monsieur Antoine était malade, oui. Mais quand nous avions parlé à Clarisse la veille au soir, elle avait dit qu'il allait mieux, qu'il pouvait déjà s'asseoir seul et avait même mangé un peu de soupe de potimarron. Je me suis levé lentement, tenant fermement la main de Sophie. Le plancher en bois a légèrement grincé sous mes pieds, et je me suis figé un instant. S'il y avait un intrus dans la maison, je venais de signaler notre présence. Mais le silence a continué, absolu et oppressant. « On va chercher maman », ai-je chuchoté à Sophie. « Mais si je te dis de courir, tu cours jusqu'à la voiture, tu montes, tu verrouilles les portes et tu te baisses, compris ?» Elle a hoché la tête solennellement, ses yeux fixés dans les miens. Il y avait une maturité dans ce regard, quelque chose qui ne devrait pas être là chez un enfant de 6 ans. Nous avons avancé dans le couloir, la faible lumière entrant par les fentes des rideaux créant des ombres allongées sur les murs, en briques apparentes. Cette maison qui m'avait toujours semblé si accueillante avait maintenant un air sinistre, comme si les murs eux-mêmes gardaient un secret
qu'il ne voulait pas révéler. La chambre d'amis était vide, le lit fait comme si personne n'y avait dormi. Le petit bureau sous la fenêtre avait des papiers éparpillés, des ordonnances médicales, d'après ce que j'ai pu voir d'un coup d'œil, et quelques notes de l'écriture soignée de Clarisse. La porte de la salle de bain était entr'ouverte, mais il n'y avait personne là non plus. Juste une serviette mouillée, jetée par terre et le miroir embué, comme si quelqu'un avait pris une douche récemment. Il ne restait que la chambre principale, au bout du couloir. La porte était fermée, un fait inhabituel dans la routine de cette maison où les portes se fermaient rarement, sauf la nuit. La lumière était allumée. Je pouvais voir le faisceau doré s'échapper par-dessous la porte. J'ai fait mine de frapper, mais Sophie m'a arrêté, posant un petit doigt sur ses lèvres. Doucement, a-t-elle chuchoté à nouveau. Papy l'a dit. Ma main tremblait légèrement quand j'ai touché la poignée. Je l'ai tournée lentement, sentant chaque mouvement du mécanisme interne, chaque clic métallique sonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la maison. La porte s'est ouverte sans un bruit, révélant la chambre éclairée par la lumière douce de la lampe de chevet. Et là, il y avait Clarisse, assise au bord du lit, le dos tourné à la porte. Ses épaules bougeaient à un rythme subtil, comme si elle parlait à voix basse. Dans le lit, sous la courte pointe en patchwork que Madame Émilie, la mère de Monsieur Antoine, avait faite des décennies plus tôt, gisait une forme immobile. D'où j'étais, je ne pouvais voir que les contours d'un corps et une main, ridée et pâle, sur la couverture colorée. Sophie lâcha ma main et fit un pas en avant que je puisse l'arrêter. Mon cœur s'emballa. Je voulus la tirer en arrière, la protéger de ce qui se passait dans cette chambre. Sophie, non, commençai-je, mais elle était déjà entrée dans la chambre, marchant à petits pas décidés vers sa mère. Clarisse ne se retourna pas, comme si elle savait déjà que nous étions là, comme si elle nous avait attendus tout ce temps. « Maman », qu'appela doucement Sophie, sa voix claire coupant le silence comme un couteau. « Papy est déjà parti ?» C'est alors que Clarisse s'est finalement retournée. Son visage était pâle, les yeux rouges mais secs, comme si elle avait pleuré pendant des heures, et qu'il n'y avait plus de larmes. Elle regarda Sophie avec une expression qui mêlait surprise et résignation, comme si la question de la petite fille confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Comment le sais-tu, mon amour ?» demanda Clarisse, la voix rauque. « Il me l'a dit », répondit Sophie avec simplicité, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Il a dit que tu lui parlais, qu'il avait besoin d'un petit moment. » Clarisse me regarda, alors pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la chambre. Ses yeux étaient vides, distants, comme si une partie d'elle était partie avec son père. « Mathieu », dit-elle mon nom comme une prière. « Comment avez-vous su qu'il fallait venir ?»« Nous voulions faire une surprise », répondis-je, faisant quelques pas hésitants dans la chambre. Je pouvais maintenant voir clairement ce qu'il y avait dans le lit. Monsieur Antoine était allongé sur le dos, les yeux fermés, les mains croisées sur sa poitrine. Son visage avait une sérénité que je ne lui avais jamais vue de son vivant. Il était mort, sans aucun doute, mais il y avait en lui une paix qui contrastait avec l'horreur de la situation. « Il est parti ce matin », dit Clarisse, retournant son regard vers son père. Je me suis réveillé et il était déjà parti. Il n'a pas souffert. Le médecin a dit que c'était le cœur. Sophie s'approcha du lit et, à mon grand étonnement, prit la main inerte de son grand-père. « Au revoir, papy », dit-elle, avec un naturel qui me fit frissonner. « J'ai apporté un dessin, il est là dans mon sac à dos. Je peux le laisser avec lui, maman ?» Clarisse hocha simplement la tête, observant avec une expression indéchiffrable, tandis que Sophie ouvrait son sac à dos, en sortait un papier coloré et le plaçait soigneusement sur la poitrine de son grand-père. « Pour qu'il l'emporte avec lui », expliqua-t-elle. Quelque chose s'était passé. C'était évident. J'entrai lentement dans la chambre, le parquet grinçant sous mes pieds. Mes sens étaient en alerte maximale, les oreilles attentives au moindre son, les yeux scrutant chaque mouvement. L'air avait une froideur étrange, comme si le chauffage était éteint depuis des heures, malgré la journée chaude à l'extérieur. Sophie continuait de tenir ma main, mais restait silencieuse, exactement comme je le lui avais demandé. Je m'approchai de Clarisse et m'assis à côté d'elle au bord du lit. Elle ne pleurait plus. Ses yeux étaient secs mais vides, comme les fenêtres d'une maison abandonnée.
Je pris sa main entre les miennes et sentis le froid de ses doigts, un froid qui semblait venir de l'intérieur. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» demandai-je tout bas, en regardant le corps serein de Monsieur Antoine. « Vers 5 heures du matin », répondit Clarisse, sa voix un fil ténu presque brisé. Je venais de lui donner son antidouleur. Il semblait mieux hier soir, il a même mangé un peu. Nous avons parlé du chalet, de planter plus de myrtillers au printemps. Une pause. Il a dit qu'il voulait voir Sophie courir entre les buissons quand les fruits seraient mûrs. Je regardais Sophie, qui était maintenant de l'autre côté du lit, observant son grand-père avec une curiosité sereine, sans peur. C'était étrange comme elle semblait parfaitement comprendre ce qui se passait, acceptant la réalité de la mort comme un simple fait de la vie. « Tu n'as appelé personne ?» demandai-je doucement, sans accusation. Clarisse secoua la tête. Je savais qu'il était parti, il n'y avait rien à faire. Je suis resté ici avec lui, à lui parler, à lui dire au revoir. Elle me regarda enfin dans les yeux. Je crois qu'une partie de moi ne voulait pas encore que ce soit réel. Quand on appelle le médecin, les pompes funèbres, tout devient officiel. Il n'y a plus de retour en arrière. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Il y a un entre-deux entre le moment de la mort et le moment où le monde extérieur en prend connaissance. Un espace sacré où seuls ceux qui étaient à présent participent, où le temps semble suspendu. Clarisse essayait de préserver ce moment le plus longtemps possible. « Et puis vous êtes apparu », continua-t-elle, un léger sourire fantomatique passant sur ses lèvres, comme si vous saviez. Je pensais à quel point le timing de notre visite était étrange. Décider justement aujourd'hui de faire une surprise, après 2 semaines, sans la voir. Coïncidence ? Ou quelque chose de plus, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer avec notre logique quotidienne. « Papa », appela Sophie de l'autre côté du lit, sa voix claire coupant mes pensées. « Papy veut qu'on appelle l'abbé Martin. Il ne veut pas attendre trop longtemps. » Clarisse et moi avons échangé un regard. L'abbé Martin était le curé de l'église que Monsieur Antoine fréquentait fidèlement tous les dimanches à Annecy. Comment Sophie savait-elle cela? Nous ne lui avions jamais mentionné le nom du curé. « Sophie, comment connais-tu l'abbé Martin ?» demanda Clarisse, sa voix maintenant plus ferme, comme si la mention du prêtre avait apporté une certaine résolution à son deuil initial. Sophie haussa les épaules, comme le font les enfants lorsqu'ils considèrent la réponse comme évidente. « Papy me l'a dit. Il a dit que le curé sera triste mais qu'il faut l'inviter à déjeuner après, et qu'il faut faire cette tartiflette qu'il aime bien. » Je sentis un frisson me parcourir l'échine. C'était exactement le genre de choses que Monsieur Antoine aurait dites, pratique jusqu'au bout, soucieux des sentiments des autres, et toujours en train de penser au prochain repas. Monsieur Antoine était connu pour son amour de la bonne chair, et la tartiflette du dimanche était une tradition qu'il maintenait depuis des décennies. Clarisse se leva lentement, comme si elle se réveillait d'une transe. « Je vais appeler l'abbé Martin », dit-elle en prenant le téléphone sur la table de chevet. « Et ensuite le docteur Dubois. Il devra constater le décès. » Pendant que Clarisse quittait la chambre pour passer les appels, je restais seul avec Sophie et le corps de Monsieur Antoine. La lumière de midi entrait doucement par les fentes du volet, créant un motif de lignes dorées sur le lit. Il y avait une quiétude dans l'air, mais ce n'était plus ce silence lourd et oppressant que nous avions ressenti en entrant dans la maison. C'était un silence différent, presque réconfortant, comme le silence d'une église vide ou d'une forêt à l'aube. « Tu n'as pas peur, Sophie ?» demandai-je tout bas, en observant ma fille qui restait à côté de son grand-père, arrangeant maintenant le dessin sur sa poitrine. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux qui avaient toujours semblé en savoir plus qu'ils ne le devraient. « Non, papa. Papy est juste différent maintenant. Il n'a plus mal. » La simplicité avec laquelle elle a exprimé cela m'a laissé sans voix. C'était vrai. La souffrance que Monsieur Antoine avait endurée ces dernières semaines, avec la fracture du col du fémur et toutes les complications qui s'en étaient suivies, était enfin terminée. Sophie continua, sa petite voix sûre d'elle. Il a dit que maintenant il pourra s'occuper de nous d'une autre manière. Qu'on ne le verra pas mais qu'il sera là. Comme un ange gardien mais en version papy. Je souris, malgré les larmes qui commençaient à se former dans mes yeux. L'image de Monsieur Antoine en ange gardien bougon, avec ses bretelles et son béret, était étrangement réconfortante.
Clarisse revint dans la chambre quelques minutes, plus tard, le visage un peu plus composé, comme si les appels avaient aidé à apporter une certaine structure au chaos émotionnel qu'elle vivait. L'abbé Martin est en route, et le docteur Dubois aussi. Elle s'assit de nouveau au bord du lit et toucha délicatement le visage de son père. « Il est temps de dire adieu officiellement, papa. » Je m'assis à côté d'elle et passai mon bras autour de ses épaules. Elle s'appuya contre moi, son corps semblant enfin céder à la fatigue et à la tristesse. Sophie se joignit à nous, se blottissant entre nous deux, formant un petit cercle de chaleur humaine en contraste avec la froideur de la mort. « Il savait », murmura Clarisse contre mon épaule. Hier soir, quand je lui ai dit bonne nuit avant d'aller me coucher, il a serré ma main plus fort que ces derniers jours. Il m'a regardé d'une manière différente et a dit « Dormez. » Bien, mes trésors. Demain sera un autre jour. Ce n'était pas ce qu'il disait d'habitude. Normalement, il disait « à demain » ou « on se voit demain matin ». Je pense qu'il savait. « Papy sait toujours tout », commenta Sophie avec naturel. Comme il savait qu'on viendrait aujourd'hui. Clarisse regarda sa fille avec une expression de surprise et de reconnaissance. « C'est vrai, Sophie? Il t'a dit ça ?» Sophie hocha la tête. « Il a dit que la surprise, c'était lui qui nous la faisait. Qu'il a attendu qu'on arrive pour partir. » Clarisse couvrit sa bouche de sa main, des larmes jaillissant enfin de ses yeux. C'étaient les premières larmes qu'elle versait depuis notre arrivée, comme si les mots de Sophie avaient brisé un barrage en elle. « Mon père », sanglota-t-elle, en tenant la main inerte de Monsieur Antoine. « Tu as toujours été têtu, n'est-ce pas? Il fallait que tu fasses tout à ta façon jusqu'au dernier moment. » Je restais silencieux, tenant ma femme pendant qu'elle pleurait, se permettant, enfin de ressentir pleinement la perte. Sophie se tenait entre nous, une présence petite mais forte, comme un pont entre le monde des vivants et ce qui existe au-delà. Dehors, nous entendîmes le bruit d'une voiture qui approchait, les pneus crissant sur le gravier de l'allée. Probablement, l'abbé Martin arrivant pour les derniers sacrements qui marqueraient le passage de Monsieur Antoine de ce monde. « Je pense que nous devrions nous préparer, » dis-je doucement à Clarisse. « Veux-tu que j'accueille le prêtre pendant que... » « Tu restes un peu plus avec ton père ?» Elle hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. « S'il te plaît, et peut-être que tu pourrais faire un café ?» Papa insistait toujours pour qu'on n'accueille jamais de visite sans offrir un café. Je souris, me rappelant à quel point Monsieur Antoine était strict avec ses règles d'hospitalité savoyarde. Je ferais le café le plus fort qu'il aimait, celui qui, selon lui, réveillerait un mort. Un petit sourire apparut sur le visage de Clarisse, malgré les larmes. Il adorerait l'ironie de la situation maintenant. Je me levai et déposai un baiser sur le front de Clarisse. Sophie resta aux côtés de sa mère, les deux maintenant unis dans leur adieu silencieux. Je me dirigeai vers la porte de la chambre et m'arrêtai un instant, regardant en arrière. La scène était gravée dans ma mémoire. Clarisse et Sophie assises au bord du lit, la lumière du soleil formant un halo doré autour d'elles, et Monsieur Antoine, serein dans son sommeil éternel, le dessin coloré de Sophie sur sa poitrine, un dernier message d'amour pour son voyage final. Elle n'avait pas peur. Mais moi, j'avais peur. La sonnette retentit, résonnant dans la maison silencieuse. Je regardais Clarisse, qui tenait toujours la main de son père, ses yeux maintenant gonflés, mais plus calmes. Sophie était assise dans le fauteuil en osier à côté du lit, balançant ses petites jambes dans le vide comme si elle attendait patiemment le début d'un film au cinéma. « Ça doit être l'abbé Martin », dis-je, en serrant légèrement l'épaule de Clarisse avant de sortir de la chambre. J'ouvris la porte d'entrée, et il était là, un homme d'une 60aine d'années, les cheveux grisonnants et une expression sereine sur son visage marqué par le temps. Il était vêtu simplement, chemise noire à col blanc et pantalon sombre. Pas la tenue complète, mais assez formelle pour l'occasion. « Vous devez être Mathieu », dit-il en me tendant la main. « Monsieur Antoine parlait beaucoup de vous. »« Il parlait de moi ?» demandai-je surpris. Mon beau-père avait toujours été un homme de peu de mots, surtout lorsqu'il s'agissait de montrer de l'affection. « Oh oui, il disait que vous étiez têtu comme une mule, mais que vous aviez un bon cœur. » Le prêtre sourit, adoucissant la formalité du moment. « Où est-il » Je conduisis l'abbé Martin dans le couloir, ressentant une étrange sensation d'irréalité.
Comment étais-je arrivé là? Quelques heures plus tôt, j'étais chez moi, excité à l'idée de surprendre ma femme, et maintenant je guidais un prêtre jusqu'au lit de mort de mon beau-père. Quand nous sommes arrivés dans la chambre, Clarisse s'est levée pour accueillir le prêtre. Il y eut une brève étreinte entre eux, des mots de réconfort murmurés. Sophie resta assise, observant, tout avec une attention tranquille. « Bonjour petite », lui dit le prêtre en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu dois être Sophie. » Sophie hocha la tête. « Vous êtes l'abbé Martin. Papy a dit que vous viendriez. » Le prêtre parut intrigué, mais pas surpris. Peut-être que, dans sa profession, il avait déjà été confronté à des situations similaires, des enfants qui semblaient en savoir plus qu'ils ne le devaient, sur les frontières entre la vie et la mort. « Ton grand-père était un homme de grande foi, » répondit-il simplement. « Es-tu prête à nous aider à lui dire au revoir ?» Sophie hocha à nouveau la tête, solennelle comme une petite adulte. « Papy m'a déjà expliqué ce qui va se passer. » Clarisse et moi avons échangé un regard. Il y avait quelque chose dans le naturel avec lequel Sophie parlait, qui était à la fois réconfortant et troublant, comme si elle avait une conversation normale avec quelqu'un qui n'était plus parmi nous. Le prêtre commença les rituels, prières à voix basse, l'onction des huiles saintes, les paroles d'adieu. Je restais debout près de la fenêtre, observant la scène, me sentant comme un spectateur dans un rêve étrange et mélancolique. La lumière de l'après-midi entrait maintenant, orangée, par les fentes du volet, créant des motifs dansants sur le parquet sombre. À un moment donné, alors que le prêtre récitait une prière, Sophie se leva soudainement du fauteuil et se dirigea vers le pied du lit. Elle leva la tête, comme si elle regardait quelque chose, ou quelqu'un, qui flottait au-dessus du corps de son grand-père. « Sophie » appelai-je tout bas, inquiet de son comportement. Elle ne répondit pas, continuant à regarder fixement l'espace vide. Le prêtre arrêta sa prière, observant la petite fille, avec une expression de curiosité. Clarisse regardait aussi sa fille, un mélange d'inquiétude et de fascination sur son visage. « D'accord, papy », dit soudain Sophie, brisant le silence. Je leur dis. Elle se tourna vers nous, ses grands yeux sombres paraissant encore plus grands sur son petit visage pâle. « Papy dit qu'il est temps, qu'il ne faut plus attendre, qu'il va bien maintenant. » L'abbé Martin ne montra aucune surprise, juste un léger sourire de compréhension. Clarisse sanglota doucement, serrant une dernière fois la main inerte de son père. « Il a aussi dit, » continua Sophie, regardant maintenant directement Clarisse, « que maman n'a plus à s'inquiéter pour la promesse. Il comprend maintenant. » Clarisse porta la main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Comment sais-tu cela, Sophie ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Sophie haussa les épaules, comme le font les enfants quand ils trouvent la réponse évidente. « Papy vient de le dire. »« Quelle promesse ?» demandai-je tout bas à Clarisse tandis que le prêtre reprenait ses prières. Elle essuya une larme. « Je lui ai promis de ne jamais vendre le chalet, de le garder dans la famille pour toujours, comme il l'a toujours voulu. » Mais elle hésita. Toi et moi savons que financièrement ce serait difficile de garder l'endroit. Je ne savais pas comment le lui dire. Comment rompre la promesse. J'acquiesçai, comprenant. Le chalet était le trésor de Monsieur Antoine, le lopin de terre qu'il avait acheté à la sueur de décennies de travail comme menuisier. C'était son héritage, son petit paradis. Mais l'entretien de l'endroit était coûteux, et nous, vivants, en ville avec nos emplois et la vie de Sophie, aurions difficilement pu y être assez souvent pour justifier l'effort. « Sophie », appelai-je en m'approchant d'elle. « Papy a dit autre chose ?» Elle réfléchit un moment, fronçant les sourcils comme elle le faisait quand elle essayait de se souvenir des détails d'une histoire. Il a dit que la boîte, derrière l'armoire, a les réponses. Puis elle ajouta, comme si elle venait de s'en souvenir, et que la dame en bleu va aider. Je regardais Clarisse confus. La dame en bleu ? Madame Dubois, murmura-t-elle, semblant comprendre. La voisine. Elle porte toujours des robes bleues. C'est elle qui s'est occupée de papa quand il a eu une pneumonie l'année dernière, avant qu'il ne vienne vivre avec nous pendant un temps. L'abbé Martin termina ses prières et ferma son petit livre. « C'est fait, » dit-il doucement. « Monsieur Antoine est maintenant entre les mains de Dieu. » Il y eut un moment de silence respectueux.
Puis, Sophie dit quelque chose qui rendit la pièce encore plus froide. « Il est parti maintenant », annonça-t-elle en regardant l'espace vide au-dessus du lit. Il a dit « à bientôt », pas « adieu ». Le prêtre lui sourit, un mélange d'affection et d'admiration dans son regard. « Tu sais, petite, dans toutes mes années de sacerdoce, j'ai rencontré quelques enfants comme toi. Des enfants qui voient au-delà du voile. C'est un don précieux. »« Le voile ?» demanda Sophie, curieuse. « Le voile qui sépare ce monde de l'autre, » expliqua-t-il gentiment. « La plupart d'entre nous, les adultes, ne pouvons pas voir à travers. Mais certains enfants et certains adultes au cœur pur y parviennent parfois. » Sophie sembla y réfléchir un instant. « Ce n'est pas un voile, monsieur l'abbé. C'est plus comme une porte entr'ouverte. On peut voir un petit peu de l'autre côté si on regarde par la fente. » L'abbé Martin rit doucement, un son étonnamment joyeux dans cette ambiance solennelle. « Je crois que tu as raison, Sophie. Une porte entr'ouverte décrit bien mieux la chose. » Clarisse se leva, semblant plus forte maintenant, comme si les paroles de sa fille et du prêtre lui avaient apporté un certain réconfort. « Je vais nous préparer un café, monsieur l'abbé, et nous devons appeler les pompes funèbres. Je vais t'aider, » proposai-je, voulant lui apporter un soutien pratique dans ce moment difficile. Alors que nous nous préparions à quitter la chambre, Sophie resta près du lit, comme une petite sentinelle. « Tu ne viens pas, ma chérie ?» demandai-je en lui tendant la main. Elle secoua la tête. « Je vais rester encore un peu. Je veux lui dire au revoir correctement. » J'échangeai un regard avec Clarisse, qui hocha légèrement la tête. « D'accord, mon amour. Nous sommes dans la cuisine si tu as besoin de nous. » Nous laissâmes Sophie dans la chambre avec le prêtre, qui semblait parfaitement à l'aise avec la situation. En marchant dans le couloir, Clarisse me prit le bras. « Mathieu, » dit-elle tout bas. Comment Sophie pouvait-elle savoir pour la promesse? Je ne lui en ai jamais parlé. Je n'en ai parlé à personne d'autre qu'à mon père. Je n'avais pas de réponse à cela. Je me contentais de serrer Clarisse dans mes bras, sentant son corps trembler légèrement contre le mien. Je ne sais pas, admis-je. Peut-être que certaines choses dépassent notre entendement. Elle hocha la tête contre ma poitrine. Tu sais ce qui est le plus étrange? Je n'ai pas peur. Je devrais, mais ce n'est pas le cas. C'est comme si... Elle chercha ses mots. Comme s'il y avait un ordre supérieur dans les choses. Comme si, d'une certaine manière, tout était exactement comme il se doit. Je pensais à Sophie, assise à côté de son grand-père décédé, parlant à quelque chose que nous ne pouvions pas voir. À la façon dont elle ne montrait aucune peur, juste une acceptation sereine de l'inexplicable. Peut-être pourrions-nous apprendre quelque chose d'elle. « Faisons le café », dis-je doucement. « Et ensuite, nous chercherons cette boîte derrière l'armoire. » Clarisse hocha la tête, un petit sourire se dessinant au milieu des larmes. « Oui. Voyons voir ce que mon père voulait que nous trouvions. » Ce n'était pas une surprise. C'était un adieu. Les pompes funèbres sont arrivées peu après que le docteur Dubois, un petit homme aux grosses lunettes et à la moustache grisonnante, a constaté le décès de monsieur Antoine. « Arrêt cardiaque pendant le sommeil », expliqua-t-il, en fermant sa mallette en cuir usé. C'était une mort tranquille, sans souffrance. Pendant que des hommes en costume sombre et aux expressions étudiées préparaient le corps de monsieur Antoine, nous nous sommes réunis dans la cuisine. Moi, Clarisse, Sophie et l'abbé Martin. Le café fort bouillonnait dans la cafetière, italienne que monsieur Antoine chérissait tant, remplissant la pièce de son arôme réconfortant. Des croissants que nous avions trouvés dans le congélateur réchauffaient maintenant dans le four, plus par besoin de normalité que par faim. La messe de neuvaine aura lieu la semaine prochaine, disait le prêtre tenant sa tasse à deux mains. Nous réciterons le chapelet ce soir à la veillée funèbre. Clarisse hochait la tête mécaniquement, comme si elle traitait des instructions pour assembler un meuble complexe. Sophie, assise à côté de moi, dessinait tranquillement dans le petit carnet qu'elle portait toujours dans son sac à dos. De temps en temps, elle levait les yeux vers le couloir, comme si elle voyait quelqu'un passer. « La boîte », chuchotai-je à Clarisse quand le prêtre fut distrait par Sophie. « Derrière quelle armoire ? Ça ne peut être que celle. »« De la chambre d'amis, » répondit-elle. « C'est là qu'il garde. Gardez ses papiers. » J'attendis que les hommes des pompes funèbres aient terminé leur travail et emportent le corps de monsieur Antoine.
L'abbé Martin prit congé, promettant de nous retrouver plus tard à la veillée. Dès que nous fûmes seuls, nous nous dirigeâmes vers la chambre d'amis, qui avait servi de bureau improvisé à M. Antoine ces dernières années. L'armoire était une pièce imposante en noyer, fabriquée de ses propres mains des décennies plus tôt, alors qu'il travaillait encore à la menuiserie du centre d'Annecy, trop lourde pour être déplacée facilement. Je regardais Clarisse qui s'agenouillait déjà, essayant de regarder par la fente entre le meuble et le mur. « Il y a quelque chose là », confirma-t-elle. « On dirait une boîte à chaussures. » Avec un certain effort, je réussis à glisser mon bras dans la fente et à atteindre la boîte. C'était en effet une vieille boîte à chaussures André, jaunie par le temps, fermée par une simple ficelle. Elle avait le poids de quelqu'un qui garde des secrets importants. Nous nous sommes assis sur le lit, la boîte, entre nous. Sophie s'est jointe à nous, curieuse. Clarisse défit le nœud de la ficelle avec des doigts tremblants et souleva le couvercle. À l'intérieur, il y avait une enveloppe Kraft, quelques photographies anciennes, un chapelet en bois sombre et un petit paquet emballé dans du papier de soie. Clarisse prit d'abord l'enveloppe qui lui était adressée de l'écriture soignée de M. Antoine. Elle l'ouvrit lentement, comme si elle craignait ce qu'elle pouvait contenir. « C'est une lettre », dit-elle en dépliant 2 feuilles de papier à lignes. « Et des documents. » Elle commença à lire en silence, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Je vis son visage changer, surprise, confusion, puis compréhension. Quand elle eut terminé, elle me passa la lettre sans rien dire. « Ma chère fille », commençait la lettre avec la calligraphie ferme de M. Antoine, « si tu lis ceci, cela signifie que je suis déjà parti rejoindre ta mère. Ne sois pas triste, j'ai eu une vie belle et bien remplie, surtout après que tu m'aies donné la joie de voir Sophie grandir. J'ai toujours su que garder le chalet serait un fardeau pour toi après mon départ. Malgré ce que je disais, je comprends tes inquiétudes. C'est pourquoi, il y a 2 ans, quand Sophie a commencé l'école, j'ai pris une décision que je jugeais être la meilleure à l'époque. J'ai vendu la moitié de la propriété à Madame Dubois, notre voisine. L'argent est placé dans un fonds pour l'éducation de Sophie. L'autre moitié, où se trouvent la maison et le verger de myrtilliers, reste à nous. Les documents ci-joints expliquent tout. Madame Dubois a promis de ne jamais construire ou modifier sa partie tant que vous voudrez garder la maison. Elle comprend la valeur sentimentale de cet endroit pour notre famille. Je ne t'en ai pas parlé avant car je craignais ta réaction. Je sais à quel point tu te soucies de tenir tes promesses. Mais parfois, ma fille, nous devons adapter nos serments aux réalités de la vie. La terre est importante, mais la famille l'est encore plus. Utiliser cet endroit pour assurer l'avenir de Sophie m'a semblé le meilleur compromis. Prends bien soin de notre petite. Elle a un don spécial. Elle voit des choses que les autres ne voient pas, sans ce que les autres ne sentent pas. Ta mère était comme ça aussi, bien que je n'ai jamais complètement compris. Respecte cela en elle. Et venez aussi souvent que vous le pourrez. Les myrtilles donneront des fruits en septembre, comme toujours. Je serai là, d'une manière ou d'une autre, à regarder Sophie courir parmi elles. Avec tout mon amour, ton père. Je rendis la lettre à Clarisse sans voix. Elle examinait maintenant les documents. Un acte de vente, des contrats, des relevés bancaires. Tout était parfaitement organisé, comme c'était typique de M. Antoine. « Il a vendu la moitié du terrain », murmura-t-elle, traitant encore l'information. « Et il ne me l'a pas dit. »« Pour assurer l'avenir de Sophie », complétai-je, doucement. Clarisse hocha la tête, un sourire triste se formant sur ses lèvres. Il a toujours été comme ça, pragmatique. Il résolvait les choses à sa manière. Sophie, qui était restée silencieuse tout ce temps, s'occupait maintenant du petit paquet en papier de soie. Elle le déplia soigneusement, révélant une broche ancienne, une petite fleur bleue faite d'un métal qui semblait être de l'argent, avec une pierre qui brillait au centre. « C'était ta mamie », dit-elle avec certitude, bien qu'elle n'ait jamais vu l'objet auparavant. Elle la portait les dimanches spéciaux. Clarisse prit la broche, surprise. « Comment sais-tu ça, Sophie ? Ça appartenait à ma mère, oui. Elle est décédée quand j'avais 12 ans. Tu ne l'as jamais connue. » Sophie haussa les épaules avec cette simplicité enfantine. « Papy me l'a dit. Il a dit que c'est pour que tu la portes aujourd'hui. » Clarisse serra la broche contre sa poitrine,
des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais d'une compréhension profonde que moi, en tant qu'observateur, je ne faisais qu'entrevoir. « Je pense que nous devons nous préparer pour la veillée », dit-elle finalement, remettant la broche et les documents dans la boîte. « Je vais prendre une douche et me changer. Peux-tu aider Sophie à se préparer ?» J'acquiesçai, réalisant qu'elle avait besoin d'un moment seul. Pendant que Clarisse se dirigeait vers la salle de bain, je restais avec Sophie, examinant les photographies anciennes qui se trouvaient également dans la boîte. Je lui montrais des images de Monsieur Antoine jeune, à côté d'une belle femme aux cheveux sombres, la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. « Elle ressemble à maman », observa Sophie, passant son petit doigt sur la photo délavée. « Oui, beaucoup », approuvai-je. « Ta mère a ses yeux. »« Et j'ai les yeux de papy », compléta-t-elle, avec une certitude surprenante. Je la regardais, vraiment, peut-être pour la première fois de cette journée, chaotique. Et elle avait raison. Ses yeux étaient identiques à ceux de Monsieur Antoine. Pas seulement dans la couleur, mais dans l'expression, dans la manière dont il semblait voir au-delà du superficiel, comme s'il portait une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Sophie ?» demandai-je tout bas. « Comment savais-tu pour la broche? Pour la promesse de maman? Pour la boîte derrière l'armoire ?» Elle me regarda avec ses yeux anciens dans un visage si jeune. « Je te l'ai déjà dit, papa. »« Papy me l'a dit. »« Mais comment, ma chérie? Comment peux-tu l'entendre alors que... » J'hésitais, ne sachant comment expliquer la mort à un enfant de 6 ans. « Quand il n'est plus dans son corps ?» compléta-t-elle, me surprenant à nouveau. Je ne sais pas bien l'expliquer. C'est comme quand la télé est en sourdine, mais que tu arrives quand même à comprendre ce que les gens disent juste en regardant. Sauf que ce n'est pas avec les yeux, c'est avec autre chose ici. Elle pointa sa propre tête, puis sa poitrine. J'ai dégluti, ne sachant que dire. En tant que père, je voulais la protéger des choses que je ne comprenais pas, mais en même temps, je réalisais que c'était peut-être moi qui avais besoin de protection, contre la peur de l'inconnu, contre le besoin adulte de tout rationaliser. « As-tu peur ?» demandai-je finalement. Elle secoua la tête. « Non, c'est juste papy, il ne me ferait pas peur. »« Et il est toujours là, maintenant ?» Sophie regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose. « Non, il est parti faire autre chose. Mais il a dit qu'il sera à la veillée et qu'il viendra nous rendre visite quand on viendra au chalet en été. » J'acquiesçai, décidant d'accepter son explication sans plus de questions. Qui étais-je pour douter? Ce jour-là, ma fille de 6 ans semblait plus sage que je ne le serais jamais. « Allons nous préparer pour la veillée, » dis-je en me levant et en lui tendant la main. « Allons dire au revoir à papy comme il le mérite. » Clarisse sortit de la douche semblant plus composée, vêtue de noir simple. Elle attacha la broche de sa mère à son chemisier, exactement comme Sophie l'avait suggéré. Il y avait une nouvelle fermeté dans ses mouvements, comme si la découverte de la lettre et des documents lui avait donné un but. Quelque chose de concret à gérer au-delà de la douleur de la perte. Alors que nous étions prêts à partir, Clarisse fit une pause à la porte d'entrée, jetant un dernier regard à l'intérieur de la maison. « Tu sais, » dit-elle tout bas, « je pense que mon père savait que vous viendriez aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'il ne serait pas seul quand il partirait. » Je pensais à ma décision soudaine de faire cette visite surprise, à l'impulsion inexplicable qui m'avait fait prendre la voiture ce matin-là, après 2 semaines sans venir. Coïncidence? Ou autre chose? Peut-être a-t-il demandé une dernière visite, suggérai-je, pensant à voix haute. Et d'une certaine manière, nous avons entendu. Sophie, entre nous deux, nous prit la main. Il l'a demandé, oui, confirma-t-elle avec simplicité. Et vous avez entendu. Parfois, le silence dit tout. La veillée funèbre de Monsieur Antoine a eu lieu à la chapelle Saint-Bernard, une petite église en pierre au centre d'Annecy qu'il fréquentait tous les dimanches. L'endroit était étonnamment plein. Voisins, anciens collègues de la menuiserie, amis du bar du coin où il jouait à la belote le samedi après-midi, même Monsieur Perrin avec qui il entretenait une querelle de plusieurs décennies à cause d'une clôture mal placée, est venu présenter ses condoléances. Clarisse a accueilli tout le monde avec une dignité sereine, la broche de sa mère, brillant discrètement sur son chemisier noir.
Sophie est restée à mes côtés la plupart du temps, observant tout avec des yeux attentifs, chuchotant occasionnellement des commentaires qui me faisaient questionner, une fois de plus, les limites entre ce que nous connaissons et ce que nous ne faisons qu'intuiter. Cette dame en robe bleue, c'est Madame Dubois, m'informa-t-elle lorsqu'une femme âgée, mais à la posture droite et au regard vif, entra dans la chapelle. Celle qui a acheté la moitié du chalet. J'observais la femme s'approcher de Clarisse, les deux conversant à voix basse. Clarisse, hochant la tête à plusieurs reprises. Je ne pus m'empêcher de noter comment Sophie avait décrit Madame Dubois avant même de la connaître. La dame en bleu. Lorsque l'abbé Martin a commencé les prières finales, Sophie s'est penchée vers moi. Il est content du nombre de personnes qui sont venues, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas eu besoin de demander qui était « il ». Après la cérémonie, nous avons suivi en loin procession jusqu'au cimetière municipal, où M. Antoine serait enterré aux côtés de sa femme, la mère de Clarisse, décédée 20 ans plus tôt. La journée commençait à décliner, le soleil de fin d'après-midi jetant une lumière dorée sur les tombes et les croix. Il y avait une beauté mélancolique dans ce moment, le cycle de la vie se complétant, le soleil se couchant pour renaître le lendemain. Les derniers mots ont été prononcés, des fleurs ont été déposées, et lentement les gens ont commencé à se disperser. Nous sommes restés les derniers, moi, Clarisse et Sophie, main dans la main devant la tombe fraîchement fermée. « On y va, mon amour ?» demanda doucement Clarisse à sa fille. « Il se fait tard. » Sophie secoua la tête. « Juste une minute de plus. Je dois dire quelque chose à papy. » Clarisse me regarda, une interrogation silencieuse dans ses yeux. J'acquiesçai légèrement. Après tout ce dont nous avions été témoins ce jour-là, qui étions-nous pour douter? Sophie s'approcha de la tombe et s'agenouilla sur la terre encore meuble. Elle posa la main sur le monticule et ferma les yeux, comme si elle était en profonde concentration. Ses lèvres bougeaient dans un murmure que nous ne pouvions pas entendre. Après un moment, elle sourit, hocha la tête et revint vers nous. « Voilà », dit-elle simplement. « On peut y aller maintenant. » Sur le chemin du retour vers le chalet, nous avions décidé d'y passer la nuit avant de rentrer à Lyon le lendemain. Sophie s'est endormie sur la banquette arrière de la voiture. Clarisse regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées, son profil se découpant contre le ciel qui s'assombrissait, parsemé des premières étoiles. « À quoi penses-tu » demandai-je tout bas, ne voulant pas réveiller Sophie. Clarisse soupira. « À tout ce qui s'est passé aujourd'hui. À la lettre de mon père. Aux choses que Sophie a dites. » Elle fit une pause. « Penses-tu qu'elle voit vraiment des choses, entend des choses que nous ne pouvons pas ?» Je réfléchis un moment avant de répondre, me remémorant les événements extraordinaires de cette journée. Je pense qu'il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que n'en rêve notre philosophie. « Shakespeare ?» demanda-t-elle, un léger sourire aux lèvres. « Hamlet », confirmai-je. Ton père adorait citer cette phrase. Il disait que les gens étaient trop prompts à rejeter ce qu'ils ne comprenaient pas. Clarisse hocha la tête, reportant son regard vers la fenêtre. « Tu sais ce qui est étrange ? Je ne suis pas aussi triste que je le pensais. Il y a une tristesse, bien sûr, mais aussi un sentiment de continuité. Comme s'il n'était pas vraiment parti, mais avait juste changé de forme. » Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Il y avait quelque chose dans l'air depuis que nous avions trouvé M. Antoine ce matin-là, non pas la présence oppressante de la mort, mais une sensation de transition, de passage. La façon dont Sophie lui parle, continuai-je, est si naturelle, comme s'il était juste dans une autre pièce, pas dans un autre plan d'existence. Peut-être que pour elle, c'est vraiment comme ça, réfléchit Clarisse. Peut-être que les enfants n'ont pas encore toutes ces barrières que nous construisons en grandissant. Nous sommes arrivés au chalet, alors que la nuit était déjà complètement tombée. Le ciel étoilé de la campagne brillait intensément, sans la pollution lumineuse de la ville. Nous avons porté Sophie endormie à l'intérieur et l'avons installée dans la chambre qu'elle utilisait toujours lors de nos visites. Après l'avoir couverte, je l'ai observée dormir un moment. Son petit visage détendu semblait être celui de n'importe quel enfant normal, pas celui de quelqu'un qui, quelques heures plus tôt, conversait avec l'invisible et savait des choses qu'elle n'aurait pas pu savoir. Je suis retourné dans le salon où Clarisse examinait à nouveau les documents trouvés dans la boîte derrière l'armoire.
Je m'assis à côté d'elle sur le canapé usé qui connaissait tant d'histoires de cette famille. Tout est en ordre, dit-elle en organisant les papiers. Papa a pensé à tout. La partie qu'il a vendue à Madame Dubois est celle qui est la plus éloignée de la maison après le ruisseau. Nous n'utilisions jamais beaucoup cette zone de toute façon. Et l'argent pour l'éducation de Sophie est bien placé, assez pour l'école privée jusqu'à la fin du lycée au moins. Et il en reste un peu. Elle sourit, secouant la tête. Il a toujours été prudent avec l'argent. Il ne dépensait jamais pour lui-même, mais gardait chaque centime en pensant à l'avenir. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes, sentant simplement la présence l'un de l'autre, le réconfort d'être ensemble après 2 semaines de séparation dans des circonstances si difficiles. « Je pense que nous pourrons garder la maison », dit finalement Clarisse. « Sans le poids de la propriété entière, la taxe foncière et l'entretien deviennent plus gérables. Nous pourrons venir les week-ends, pendant les vacances. »« Sophie va adorer, » répondis-je. « Elle aime cet endroit. » « Oui, » sourit Clarisse. « Et j'ai le sentiment qu'elle voudra venir souvent maintenant, pour rendre visite à papy. » Il n'y avait aucune incrédulité dans sa voix, juste de l'acceptation. Ce jour-là, nous avions tous les deux été témoins de choses qui défiaient l'explication rationnelle, mais qui, d'une certaine manière, avaient un sens à un niveau plus profond, plus intuitif. « Tu te souviens ?» demandai-je. Quand Sophie avait environ 3 ans, et qu'elle a soudainement commencé à parler d'un homme au chapeau qui se tenait dans le coin de sa chambre, Clarisse hocha la tête. Nous pensions que c'était juste son imagination, une phase. Et si ce n'était pas le cas? Et si elle avait toujours eu cette capacité, ce don, comme l'a appelé l'abbé Martin? Clarisse considéra la question un moment. Ma mère l'avait aussi, tu sais. De fortes intuitions, des rêves qui se réalisaient. Mon père disait toujours qu'elle savait les choses avant qu'elles n'arrivent. Je pensais que c'était juste des expressions affectueuses, mais maintenant tu te demandes si ça se transmet de mère en fille, ou de grand-père à petite-fille? Elle haussa les épaules. Qui sait, comme tu l'as cité toi-même, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel. Notre silence fut interrompu par un léger bruit venant du couloir. Sophie était debout à l'entrée du salon, se frottant les yeux endormis. « J'ai fait un rêve, » dit-elle. Papy était dans le verger de myrtilliers. Il a dit que les fruits seront très sucrés cette année. Clarisse ouvrit les bras et Sophie courut dans ses genoux, se blottissant comme elle le faisait quand elle était encore plus petite. « C'était un beau rêve, ma chérie ?» Sophie hocha la tête contre la poitrine de sa mère. Il était heureux, et il n'était pas seul. « Qui était avec lui ?» demandai-je doucement. Une jolie dame. Elle ressemblait à la dame sur la photo mais en plus jeune. Elle portait la broche bleue. Clarisse croisa mon regard par-dessus la tête de Sophie, ses yeux brillants de larmes contenues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, réalisai-je, mais d'une compréhension profonde, d'acceptation. « On retourne au lit, mon amour », suggéra-t-elle en embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Demain, nous devons rentrer, à Lyon. » « On pourra revenir bientôt ?» demanda Sophie. « Papy a dit qu'il attendra. »« Oui, » promit Clarisse. « Nous reviendrons bientôt. Cette maison sera toujours notre endroit spécial. » Pendant que Clarisse ramenait Sophie dans sa chambre, je restais seul dans le salon, sentant le poids et la légèreté de cette journée extraordinaire. Elle avait commencé avec l'intention de faire une agréable surprise et se terminait par une compréhension plus profonde du mystère qu'est la vie, ses connexions invisibles, ses continuités inattendues. Je me levai et me dirigeai vers la terrasse, ouvrant la porte pour sentir l'air frais de la nuit. Le ciel étoilé s'étendait à l'infini au-dessus des myrtilliers que M. Antoine avait plantés des décennies plus tôt. Certains étaient déjà en fleurs, de petits points blancs brillant dans l'obscurité, promesse de fruits sucrés pour l'avenir. Nous en prendrons bien soin, dis-je tout bas à la nuit. Et de Sophie aussi. Le vent murmura entre les feuilles, et pendant un instant, juste un bref instant, j'eus l'étrange sensation de ne pas être seul là. Je ne ressentis pas de peur, juste une paix profonde, la certitude que, d'une manière ou d'une autre, tout était exactement comme il se devait. Quand Clarisse revint,
Elle me trouva encore sur la terrasse, regardant les étoiles. Elle me rejoignit, glissant sa main dans la mienne. Nous sommes restés ainsi longtemps en silence. Il n'y avait pas besoin de mots. Parfois, le silence dit tout ce qui doit être dit. Ce qui avait commencé comme une visite surprise s'est terminé comme un moment sacré. Un moment de connexion, de présence, d'adieu. Et dans ce silence, nous avons trouvé quelque chose de plus profond que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. Nous avons trouvé la paix.